Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio Nationale du Mali. Il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, le lancement des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le thème de cette édition est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Les initiateurs du mois étaient face à la presse pour décliner les 4 semaines thématiques. 900 millions de francs CFA, c'est le coût du nouveau scanner mis à la disposition de l'hôpital de Sikasso par les autorités de la transition. Un appareil qui peut recevoir une 50aine de personnes par jour. Les détails de cette acquisition avec le reportage de Moustapha Doumbia dans ce journal. L'intégration des changements climatiques dans les programmes de développement économique, social et culturel des communes du Mali est devenu un impératif incontournable face aux impacts de la crise climatique. Un programme national existe dans ce sens. C'est un programme que nous fait découvrir Agebo Koulibaly dans la chronique environnement de ce mercredi. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal où Macky Sall est investi tête de liste de l'alliance PDS-APR-Yakar. Les autorités nigériennes appellent la population à plus de vigilance face au terrorisme. Nous irons également au Moyen-Orient où la tension monte entre Israël et l'Iran après l'attaque iranienne. La page sport est essentiellement consacrée au football avec le démarrage de la nouvelle saison qui s'ouvre ce samedi avec la Super Coupe qui met aux prises le Djilibé AC et le Stade Malien de Bamako ou encore les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les sélectionneurs commencent à publier leur liste. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Lancement donc des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le thème de l'édition 2024 est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Pour donner un cachet particulier à cette édition, les autorités ont choisi l'historien professeur Jean Bosco Konaré comme parrain national et la marraine de cette semaine des personnes âgées est Diakité Kadija Togola. Les initiateurs du mois étaient face à la presse pour décliner les 4 semaines thématiques et le choix du thème. La cérémonie de lancement a eu lieu à la Maison des Aînés en présence de Awadit Makamara. C'est donc parti pour 4 semaines d'intenses activités de solidarité, d'appui et d'assistance envers ces couches qui en ont tant besoin. Le ministère en charge du développement social justifie bien le choix de la thématique 2024 et invite à un sursaut national. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Il faudrait qu'il y ait un focus vraiment de solidarité et de compassion par rapport aux victimes de ces inondations. Le parrain de cette 29e édition est l'historien Jean Bosco Konaré. La marraine de la première semaine dédiée aux personnes âgées est Diakité Kadija Togola, présidente de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali. Ils ont été choisis pour leur engagement et leur patriotisme au service de la nation. C'est avec beaucoup d'humilité que ces personnes du 3e âge acceptent volontiers cet honneur. Professeur Jean Bosco Konaré, parrain de la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. La ligne conductrice, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Maliens ont choisi d'agir pour renforcer leur souveraineté. Ça ne peut pas être simplement un spectacle ou un parement. C'est une action quotidienne. Diakité Kadija Togola, marraine de la première semaine du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais très contente. C'est un lourd fardeau que je porte fièrement. Je remercie vraiment le ministre pour cette opportunité. Plusieurs activités sont prévues pendant le mois d'octobre, dont des visites aux personnes du 3e âge, des gestes qui devront contribuer à faire de la solidarité l'une des valeurs cardinales du Mali. Les zones humides, opportunités pour un Sahel en paix, durable et prospère, c'est le thème des journées portes ouvertes organisées par Wetland International et ses partenaires. Ces journées visent à renforcer la gouvernance des ressources naturelles et la biodiversité des zones humides pour la résilience et la paix dans le Sahel occidental et à engager un débat avec les partenaires en vue d'une meilleure mobilisation des ressources et la mise en œuvre des programmes cadres. Les initiateurs espèrent qu'au terme de ces journées, les décideurs mèneront des politiques pour une
meilleure gestion des zones humides. Le reportage de Mamadou Fane. Les zones humides constituent les écosystèmes les plus productifs et les plus riches en biodiversité et couvrent moins de 10% de la superficie. Elles sont vitales pour les populations et constituent des piliers du développement durable. Ces journées portes ouvertes sont une opportunité par rapport aux 3 trajectoires qui sont la biodiversité, les moyens de subsistance et la gestion intégrée des ressources en eau. Karunga Keita, directeur Sahel de Wetland International. Les zones humides abritent plus de 75% des populations sahéliennes et fournissent plus de 85% des PIB de ces pays. C'est pour cristalliser l'opinion sur l'importance et les opportunités offertes par les zones humides sahéliennes que ces journées portes ouvertes sont organisées afin de mobiliser les actions concrètes en faveur de ces écosystèmes aux caractéristiques uniques. Le thème de ces journées est les zones humides, opportunités pour un Sahel en paix, durable et prospère, un thème qui appelle à une prise de conscience de tous. Astrid Mastenbroek, premier secrétaire à l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Je constate que des progrès importants ont été faits pour en arriver là aujourd'hui. Cela très encourageant. Mamadou Haïdara, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Au terme de ces journées, j'ose espérer que les participants seront mieux édifiés sur les opportunités qu'offrent les zones humides par rapport aux 3 trajectoires, sur les composantes du programme de renforcement de la gouvernance des ressources naturelles et de la biodiversité des zones humides pour la résilience de la paix dans le Sahel occidental. En outre, des propositions concrètes seront faites à l'endroit des décideurs politiques pour une meilleure prise en compte des problématiques liées aux zones humides au plus haut niveau. Durant ces 3 jours, les échanges vont porter sur la dynamique et les opportunités des zones humides, la résilience, la biodiversité, les bonnes pratiques sur les zones humides et les interventions des organismes du bassin sur les zones humides. À Ségou, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEID sensibilise sur la lutte contre la corruption et les conséquences du fléau sur le pays. Une campagne qui permet à l'OCLEID de promouvoir la culture d'une conscience collective face au bien public. Une 50aine de cadres de l'administration générale participent à cet atelier. Les précisions avec Honoré Tienou et Bakari Traoré. Il s'agit, à travers cet atelier, d'informer et sensibiliser les cadres de l'administration générale sur la corruption et ses conséquences dans l'atteinte des objectifs de développement socio-économique du pays. Une manière pour l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI de promouvoir la culture d'une conscience collective et citoyenne face au bien public. Pour ce faire, la corruption est expliquée dans ses manifestations multiformes. Seydina Oumar Diarra, membre du conseil de l'OCLEI. Il peut s'agir, selon le mode d'action, de pots de vin, d'extorsion, de trafic d'influence, de népotisme, de fraude, de détournement de fonds, d'abus de biens ou de deniers publics, d'enrichissement illicite, etc. Il est donc impératif d'y faire face à travers notamment la moralisation de l'action publique à tous les niveaux. Ainsi, un numéro d'appel gratuit et confidentiel est mis à la disposition de tous les citoyens pour dénoncer les cas. Dr Djibril Koulibaly, président du pôle de prévention et de déclaration des biens à l'OCLEI. Nous avons un système pour d'abord connaître bien les dénonciateurs et de deux, encore, nous prenons aussi ces informations, on ne diffuse pas, mais c'est après analyse et recoupement. Si on retrouve maintenant qu'il y a des faits d'enrichissement illicite, en ce moment, nous pouvons ouvrir une enquête et qui est décidée par le conseil de l'OCLEI. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Nous avons appris du président de l'OCLEI que des rapports des structures de contrôle produits de 2005 à 2019 ont fait ressortir pour notre pays une perte estimée à 1266 milliards de francs CFA des suites de détournement des deniers publics. Ce manque à gagner aurait pu servir à financer la construction d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures publiques et à faciliter l'accès à l'eau potable aux populations, entre autres. Les cadres de l'administration générale sont d'ores et déjà informés et les instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite sont mis à leur disposition. Ségou Honoré Tienou Bakari Traoré pour l'ORTM. Je vous l'annonçais dans les titres, 900 millions de francs CFA, c'est le coût
du nouveau scanner mis à la disposition de l'hôpital de Sikasso par les autorités de la transition. Un appareil qui peut recevoir une cinquantaine de patients par jour. Cette capacité est nettement supérieure à celle de l'ancien scanner qui prenait une quinzaine de patients par jour. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à l'hôpital de Sikasso en présence de notre reporter Mustapha Doumbia. C'est un scanner ultra-moderne mis à la disposition de l'hôpital de Sikasso par les autorités de la transition. Un appui qui intervient au bon moment puisque l'hôpital de Sikasso disposait d'un scanner qui est tombé en panne depuis des mois. Dr Assetou Sissouma, directrice générale de l'hôpital de Sikasso. Cette acquisition va surtout améliorer le plateau technique. Ça va aussi améliorer nos moyens de diagnostic et ça va réduire considérablement les évacuations sanitaires de Sikasso vers la capitale. Ça va aussi soulager la population, ça va amoindrir le coût de prise en charge de certaines pathologies. Nous pouvons prendre 50 personnes par jour avec ce nouveau scanner. L'ancien était de 16 barrettes et ce nouveau scanner est de dernière génération. L'inauguration du nouveau scanner de l'hôpital est marquée par les explications des spécialistes sur le fonctionnement de cet appareil dont le rôle est d'orienter les traitements. La gouverneure Kanté Marie-Claire Dambélé salue cet appui des autorités. Cet appareil a coûté 900 millions à notre pays et c'est sur financement de l'État, financement propre de l'État. Et au personnel de l'hôpital d'en faire un bon usage et aussi aux usagers qui viennent pour se faire soigner. Selon la directrice générale de l'hôpital de Sikasso, toutes les dispositions sont prises pour minimiser l'impact des coupures d'électricité sur le bon fonctionnement du scanner. Sikasso, Mustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Mais l'actualité, il est 13h passé de 12 minutes. Actualité hors de nos frontières en présent, les élections législatives sénégalaises prévues pour le 17 novembre prochain se préparent activement avec l'annonce de certaines têtes de liste du côté de l'opposition. Il s'agit de l'ancien président Macky Sall qui représente le parti APR, le PDS et une centaine d'autres mouvements, dont celui du Premier ministre Amadou Ba et le ministre et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Les autorités nigériennes appellent une fois de plus la population à la vigilance pour lutter contre les terroristes. Dans un communiqué publié hier, le ministre de l'Intérieur, général Mohamed Toumba, demande à la population de dénoncer tout suspect et de collaborer avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les leaders religieux, l'administration et la société civile et surtout avec les forces de défense et de sécurité. Le président béninois Patrice Talon a arrêté la semaine dernière Olivier Bako, patron du groupe denrées et fournitures alimentaires, et Oswald Omeki, ancien ministre, pour tentative de coup d'État. Ils ont été placés hier sous mandat de dépôt dans l'attente de leur procès. En République démocratique du Congo, les forces démocratiques et alliées ont de nouveau attaqué des villageois ainsi que des agents de la Croix-Rouge pendant l'inhumation de 11 victimes. Des victimes qui ont perdu la vie lors d'une double attaque dans la nuit de dimanche à lundi dernier par les forces démocratiques alliées. On termine ce tour d'horizon au Moyen-Orient où l'Iran a tiré hier plus de 300 missiles balistiques sur Israël. Une première fois depuis 45 ans. L'armée israélienne a parlé d'une escalade grave et dangereuse qui aura des conséquences. Téhéran s'est dit prêt a frappé toutes les infrastructures d'Israël si l'État hébreu riposte. Le Hezbollah a déclaré que des soldats israéliens s'étaient infiltrés à l'est de Maroun el-Haras et que de violents combats étaient en cours dans la zone. L'incursion terrestre de l'armée israélienne dans le sud du Liban marque une nouvelle étape dans le conflit au Moyen-Orient. À présent, la page des sports de cette édition. L'actualité sportive est essentiellement consacrée au football en Europe. Début hier mardi de la 10e journée de la Ligue des Champions, nouvelle version. Sur le continent, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 prévues au Maroc arrivent à grands pas. Les sélectionneurs commencent à publier la liste de leurs joueurs pour ces rencontres. Au plan national, les regards sont tournés vers le démarrage de la nouvelle saison qui s'ouvre dès ce samedi par la Supercoupe qui mettra aux prises le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina.
Nos clubs de première division peaufinent les derniers réglages en vue de la nouvelle saison qui s'ouvre ce samedi 5 octobre avec la Supercoupe. Cette rencontre d'ouverture de la saison opposera le Djoliba Athletic Club, champion en titre, au Stade Malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali la saison dernière. Compte tenu des exigences de la CAF et de la FIFA, notre championnat national de football va entrer dans le professionnalisme cette saison. Après la Supercoupe samedi, selon le programme établi par la Fédération malienne de football, le désormais championnat professionnel Ligue 1 du Mali démarrera le 12 octobre avec la première journée. Compétition africaine des clubs, nos deux représentants tous qualifiés pour les phases de poule de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, le Djoliba Athletic Club et le Stade Malien de Bamako, une première dans l'histoire de notre football, attendent avec impatience leur adversaire de groupe. Le tirage au sort des deux compétitions est prévu le lundi prochain au Caire, en Égypte. Sur le continent, les sélectionneurs publient progressivement leur liste des joueurs retenus pour les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. C'est le cas du sélectionneur camerounais Marc Brice. Le technicien des Lions indomptables a dévoilé une liste élargie de 33 joueurs présélectionnés en prévision de la double confrontation Cameroun-Kenya. Le sélectionneur des étalons Brahma Traoré, lui, a publié son groupe devant affronter le Burundi. Absent lors des deux premières journées, Bertrand Traoré, très en verve en ce moment avec l'Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas, signe son retour dans le groupe étalon, tout comme l'expérimenté défenseur central Issouf Dayo. Par contre, les étalons seront privés de leur gardien de but titulaire, Hervé Kofi du Racing Club de Lens pour cause de blessure. Les Aigles du Mali sont également concernés par ces éliminatoires. Ils joueront le 11 octobre ici à Bamako contre les Djurtous de la Guinée-Bissau avant de se déplacer à Bissau dans quelques jours pour la 4e journée. Le sélectionneur des Aigles, le Belge Tom Saintfit, sera de retour à Bamako dans quelques jours pour publier la liste des joueurs devant prendre part à cette double confrontation. Au Cameroun, enfin un staff unique pour les Lions indomptables. Après plusieurs mois de coexistence conflictuelle entre deux staffs distincts, finalement un terrain d'entente a été trouvé entre le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o-Fils et le ministre des Sports. Cette fois-ci, plus de cacophonie. Le sélectionneur Marc Brice est maintenu avec ses assistants. Quant à Samuel Eto'o, il conserve la plupart de ses hommes dans ses nouveaux staffs. En Europe, la 10e journée des rencontres de la Champions League nouvelle formule se poursuit ce mercredi avec 9 oppositions. Girona d'Espagne affronte le néerlandais du PSV Eindhoven. Shakhtar Donetsk sera face à Atalanta Bergame d'Italie. À Villa Park, les Anglais d'Aston Villa reçoivent le Bayern Munich. L'Atlético Madrid se déplace chez Benfica au Portugal. Le Dynamo de Zagreb de la Croatie accueille l'AS Monaco. Lille aura fort à faire au Real Madrid. Liverpool croise à Anfield Road les Italiens de Bologne. Leipzig d'Allemagne reçoit la vieille dame, la Juventus de Turin. Et Sturm Graz d'Autriche jouera contre Club Brugge. Déjà hier, au compte de cette deuxième journée, 9 rencontres ont été jouées. Les Allemands du Borussia Dortmund ont signé le plus large score en battant Celtic d'Écosse 7-1. L'attaquant guinéen de Dortmund, Serhou Guirassy, a inscrit 2 buts dans cette rencontre. Le FC Barcelone l'a emporté 5-0 face à Young Boys Bern de la Suisse. Le Stade Bressois, Manchester City et l'Inter Milan se sont imposés 4-0 respectivement face à Salzbourg, Slovan Bratislava et contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Puis victoire de belle facture des Gunners d'Arsenal 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Chronique de l'environnement. Dans le rendez-vous de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle de l'intégration des changements climatiques dans les programmes de développement économique, social et culturel des communes du Mali, qui est devenu un impératif incontournable face aux impacts de la crise climatique. Le programme national, piloté par plusieurs ONG telles que Benkadi, Seco ONG, encourage les collectivités à adopter des politiques résilientes pour mieux s'adapter et atténuer les effets dans les régions les plus vulnérables. La chronique Environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'initiative d'intégration des changements climatiques dans les programmes de développement économique, social et culturel PDSEC des communes vise à renforcer la capacité des collectivités à faire face aux défis climatiques. Mohamed Kambara, chargé de projet pays du programme Benkadi Seco ONG. La démarche d'influence des politiques publiques en matière de plaidoyer, de communication a permis au programme Benkadi sur 24 communes couvertes dans les régions de Koulikoro, notamment à Kolokani et à Djoïla et dans la région de Bougouni, sur ces 24 communes, à pouvoir faire intégrer la prise en compte des changements climatiques, la gestion durable des terres et des eaux dans les politiques locales
de développement qu'on appelle communément les PDSEC. Donc nous avons pu réaliser 14 sur 24, ce qui fait un bon taux de réalisation. Les responsables de Benkadi Seko ONG soulignent que ce processus n'est pas qu'une simple adaptation technique, mais c'est un véritable engagement communautaire pour préserver l'environnement tout en améliorant les conditions socio-économiques des habitants. Gaussou Berté, expert en environnement et changement climatique au programme Benkadi Seko ONG. Benkadi a joué un rôle important dans le cadre de l'intégration des changements climatiques. D'abord, nous avons procédé à la formation de nos partenaires de mise en œuvre sur le terrain. Il y a des thématiques prioritaires comme les thématiques liées à la compréhension des phénomènes de changement climatique. Il y a les thématiques liées au genre. Il y a des thématiques liées à l'analyse des politiques parce que qui dit plaidoyer dit vraiment connaître les éléments essentiels par rapport à l'analyse des politiques. Nous avons aussi la gestion durable des terres, comment s'adapter, comment faire. Donc tous ces éléments-là, donc Benkadi a permis de jouer un rôle dans tous ces cas. Quand nous prenons la question d'adaptation s'articule autour des activités bien précises. Benkadi a accompagné les comités de veille par rapport à l'identification donc de leurs besoins, par rapport à l'orientation de leurs besoins, à leur formation, donc pour leur permettre de mieux jouer leur rôle en termes de plaidoyer afin d'influencer l'actualisation des PDSEC. Mohamed Kambara, chargé de projet pays du programme Benkadi Seko ONG, affirme que l'accompagnement des communes est crucial pour une meilleure intégration des enjeux climatiques dans leur politique de développement. Notre approche est basée sur la mise en place en permanence pour une approche de proximité et d'appui conseil de 8 ONG partenaires dans ces 3 régions et qui couvrent les 24 communes. Cette démarche de proximité, ça a été un gros facteur de succès, mais aussi c'est que les démarches que ces ONG utilisent dans leur approche à travers les radios de proximité, à travers les séances de sensibilisation, du plaidoyer lobbying, des activités de communication en permanence ont permis de faire prendre conscience aux responsables de ces collectivités, de ces 24 communes d'intervention du programme Benkadi, de comprendre l'importance et la portée de la prise en compte de cette dimension environnementale, à savoir les changements climatiques et la gestion durable des terres et des eaux. Nous avons pu intégrer avec l'appui de ces ONG dans les politiques de planification locale, les PDSEC de 14 communes. Pour sa part, Gaussou Berté, expert en environnement et changement climatique au sein de l'ONG, insiste sur la nécessité de renforcer les capacités locales. Maintenant, en ce qui concerne les défis, nous avons noté le caractère soft du programme Benkadi parce que Benkadi a un caractère soft, c'est-à-dire Benkadi travaille sur l'homme. Donc sur l'homme en termes de conscientisation, de prise de conscience par rapport aux effets des changements climatiques. Les gens sont habitués vraiment à avoir des réalisations concrètes, mais le défi majeur, c'est surtout à ce niveau, parce que les gens pensent qu'on va toujours leur donner de l'argent ou bien de faire des investissements concrets. Mais alors que le programme Benkadi est axé sur les sensibilisations, les formations et l'accompagnement, donc par rapport à l'internalisation de la question des changements climatiques. Il y a le facteur financement, le défi lié au financement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de communes n'arrivent pas à renouveler leur PDSEC. Même les communes qui ont eu à faire, donc étaient confrontées à ce défi de mobilisation des ressources. L'intégration des changements climatiques dans la PDSEC des communes du Mali constitue une avancée majeure pour une planification territoriale plus résiliente et durable. Grâce aux efforts conjoints des acteurs comme Benkadi Seko ONG et des autorités, les communautés maliennes pourront mieux se préparer aux défis climatiques futurs tout en promouvant un développement équitable et respectueux de l'environnement. À 13h24, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, une réalisation de Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes en ligne grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les ondes de la Radio nationale du Mali.